Alors, juste peut-être le temps que tout le monde se connecte, une petite introduction donc, sur le sujet du jour euh, et sur le cycle de webinaire que Simco Consulting a décidé de mettre en place. Aujourd'hui, donc 3 mars, nous allons parler donc, de l'automatisation en vue de densifier le stockage. Et donc, Romain Demey, qui est avec nous aujourd'hui, bonjour Romain, va intervenir donc, et nous présenter, donc, dans le cadre de ce webinaire, des solutions proposées par son entreprise, donc l'entreprise Ferrag. Le 17 mars prochain, nous parlerons d'automatisation, mais cette fois orientée sur la préparation de commandes. Et donc, c'est AutoStore que nous aurons avec nous ce jour-là pour parler de leur solution de préparation. Alors oui, est-ce que c'est AutoStore est plutôt un outil qui privilégie plutôt la densification du stockage ou plutôt la préparation? Ben, on sait que effectivement, tu as un système qui densifie le stockage d'office, mais on va les challenger un peu sur cette partie et s'interroger sur la partie avantage, sur la partie préparation de commande. Et puis le 31 mars, donc c'est donc toutes les 2 semaines, le mercredi à 11 h, quand on est à l'heure. Donc le 31 mars, on parlera donc des systèmes d'information au service de la logistique. Et c'est Savoie qui vient de sortir donc une suite WMS TMS qui s'appelle Audacio, qui interviendra donc à cette date. Toujours le même principe de nos webinaires, hein, ça fait maintenant 1 an à peu près qu'on en organise. On est là pour partager nos expériences, pour vous faire bénéficier à la fois des démarches et à la fois de ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui pour équiper et mettre en performance nos entrepôts tant logistiques que nos activités d'usine. Toujours pareil, les questions, ben, gardez-les bien au chaud, saisissez-les au fur et à mesure si vous souhaitez, et donc à travers donc, cet outil de chat, nous répondrons donc, avec Romain donc, à vos questions donc, à la fin de la session, d'ici 3/4 d'heure à peu près. Et puis, évidemment, nous vous enverrons un lien à la fois avec ce support de présentation que nous utilisons et à la fois avec la vidéo, l'enregistrement de ce webinaire, de manière à ce que vous puissiez pouvoir soit revoir, soit si vous êtes dérangé ce matin pendant le webinaire, donc revoir une partie qui peut vous intéresser. Je vous propose tout de suite, le temps encore une fois que tout le monde nous rejoigne, de démarrer par une vidéo présentation de Simco. À tout de suite. Simco Consulting est l'une des plus importantes sociétés de conseil spécialisées en supply chain. Depuis 1981, elle a développé plus de 2400 projets pour plus de 600 clients de taille et de secteurs différents. Une forte ouverture à l'international permet à Simco Consulting d'accompagner ses clients depuis ses bureaux européens. Simco Consulting intervient tout au long de la chaîne logistique, de l'organisation du réseau de distribution à la formation des personnes. Son activité principale est la conception et l'amélioration de l'intralogistique et des entrepôts d'usines et de distribution. L'étude de faisabilité, après une analyse des données et des opérations, développe plusieurs solutions alternatives en évaluant différentes implantations, technologies et processus. Les solutions sont comparées sous plusieurs aspects, notamment celui de la rentabilité économique. Lors de l'étude de mise en œuvre, la solution choisie est définie précisément, ce qui permet de rédiger un cahier des charges, des spécifications techniques et des procédures opérationnelles pour activer le processus de sélection des fournisseurs de l'ensemble des équipements logistiques. Lors de la phase de conception, Simco Consulting utilise la simulation de flux dynamique, un outil puissant qui permet de valider les procédés et les choix technologiques. Simco Consulting peut également apporter son soutien en supervisant le déploiement de la solution et en soutenant ses clients pendant les phases capitales d'essai et de démarrage. Simco Consulting, towards best in class logistic. Voilà, donc vous l'aurez compris, Simco Consulting, 40 ans d'expérience, 600 clients, 2400 projets, un background intéressant pour partager justement ces expériences, à peu près 70% d'activité sur des projets d'entrepôt, 10% de formation et le reste sur les autres sujets qui couvrent de la supply chain. Et donc notre offre, hein, intralogistique manuelle et automatisée, c'est vraiment le sujet du jour. Support aux appels d'offres, logistique, configuration de réseau de distribution, deux outils de simulation de flux qu'on met à disposition, donc de la mise en performance des activités et j'allais dire des garanties d'investissement, et puis donc un support également à l'externalisation des transports de l'entrepôt, donc toute la partie donc, liée donc,
aux relations contractuelles avec des sous-traitants, tant logistique que transport. Rapidement, mais vous le retrouverez après donc, dans les documents à votre disposition, donc, quelques logos de clients qui ont fait confiance à Simco Consulting. On a un très bon ratio de clients qui reviennent nous voir avec des projets complémentaires. Voilà, c'est la preuve, si tant est qu'il faille l'apporter, que nos clients sont plutôt satisfaits et que donc, vous pouvez nous faire confiance pour nous confier vos projets. Romain, bonjour. Je veux que vous êtes là. Vous m'entendez? Bonjour Benoît, oui, absolument, je vous écoute. Donc Romain qui est donc directeur commercial donc, de Ferrag France et qui donc interviendra d'ici allez, une vingtaine de minutes à peu près donc, pour nous présenter des solutions de Ferrag sur donc, la densification de stockage. Et Romain qui, j'espère, restera également participera avec nous donc, au jeu de questions-réponses qui ont lieu traditionnellement donc, en fin de session, je disais tout à l'heure. Absolument. Alors, au programme donc, de ce webinaire, un retour sur le contexte, hein, la nécessité finalement de densifier le stockage, un retour sur la notion d'automatisation, quelle est l'approche nécessaire sur cette automatisation, un passage en revue des technologies disponibles aujourd'hui, alors qui ne sera pas forcément exhaustif, mais c'est des technologies qu'on retrouve la plupart du temps donc, dans nos entrepôts, chez les fournisseurs, et donc qui sont plutôt à la pointe aujourd'hui. La parole donc à notre invité donc, du jour, Ferrag, et puis on reviendra évidemment sur l'importance de mener nos transformations d'entrepôt en mode projet et évidemment accompagné de cabinets conseils et pas n'importe lequel, puisque nous sommes là. Un petit rappel, c'est un slide que je vous ai déjà présenté lors du dernier webinaire où on parlait donc des enjeux hein, de la logistique de demain. Le cabinet donc Forrester qui prévoit, suite à cette année difficile 2020, qui prédit que les entreprises en 2021 vont investir majoritairement sur la logistique et sur la distribution. Et en troisième point, la partie donc, paiement liée donc, aux notions de e-commerce. On est vraiment au cœur donc, des investissements cette année et dans les années qui viennent donc, des différentes entreprises. Je voudrais vous présenter également en introduction, pour présenter le contexte, cette étude qui a été livrée donc, par CBRE donc, au mois de février dernier. Donc, elle est toute neuve, elle date de 2021, et donc l'impact à long terme du Covid et puis donc l'actualité des entreprises par rapport donc à la manière dont les entreprises envisagent les investissements immobiliers. 46% d'entre elles répondent qu'il y a un besoin de flexibilité des espaces de stockage. À un moment donné, on a besoin de réaménager nos surfaces, on a besoin de retrouver de la disponibilité. C'est quelque chose qui est pas négligeable et qui est un point donc, essentiel et qui vraiment rejoint l'ordre du jour sur cette partie donc, densification et nécessité de densifier le stockage. Nous avons également 33% donc, qui souhaitent, donc j'ai du mal à voir mon écran, donc optimiser donc, les entrepôts donc, à travers donc, la centralisation des opérations, à travers l'amélioration de l'efficacité. On va en parler aujourd'hui, on en parlera également sur la notion de préparation de commandes. Ça veut dire qu'on a quand même un besoin de revoir nos opérations, les améliorer et d'aller chercher cette automatisation. Et puis, en termes global de supply chain, la reconfiguration, la relocalisation. Quand on relocalise donc une activité, parfois, ça va quand même avoir un surcoût par rapport au coût d'opération, au coût de surface, d'où l'importance vraiment de tout densifier, tout en maintenant donc, le niveau de service exigé. Et puis ici, une partie qui parle et qui traite de la logistique urbaine. Donc là aussi, densification nécessaire parce que quand on approche les centres urbains, les métropoles, les grandes agglomérations, on a des prix au mètre carré d'entrepôt qui commencent à s'envoler. Et donc, si on optimise correctement cette surface de travail, eh bien, on ne peut que mieux s'en sortir. Enfin, ici, un slide qui montre l'importance aussi de l'automatisation, puisque à 60%, vous êtes intéressé par des systèmes de picking automatisés améliorés. Ça rejoint
la session dans 2 semaines sur la préparation de commandes. Mais à 60%, vous rejoignez aussi, vous avez besoin de robotique des entrepôts. Donc, ce qui signifie bien qu'on a une tendance à la fois de densification, à la fois d'optimisation, de répondre à ces besoins d'entrepôt. Je vous invite à revoir le webinaire organisé il y a 2 semaines avec l'intervention de Neoma Business School et de son institut de recherche Mobis. Et donc, on va également, et on va le voir pourquoi, tendre sur ces notions de besoin d'automatisation, parce qu'à un moment donné, on sait aussi qu'on est soumis dans nos activités à des besoins de main-d'œuvre et que la main-d'œuvre n'est pas forcément disponible systématiquement. On a des difficultés pour passer des pics et c'est des métiers effectivement où on a de la pénurie. Ici, une étude qui avait été faite par les Échos en 2019, qui parlait de l'entrepôt moderne, plus haut, plus grand. Donc là aussi, densification, comment est-ce qu'on exploite au mieux la hauteur. Et quand on exploite en hauteur, on justifie l'appel à l'automatisation, avec à la fois la raréfaction des terrains, à la fois l'adaptation des systèmes automatisés, on va en parler, et puis surtout la réduction de l'impact environnemental qui est un enjeu essentiel aujourd'hui dans les entreprises. En tout cas, de plus en plus de clients nous demandent de prendre en compte cet impact environnemental dans nos études. Alors, je reviens aussi, et là, ça peut être un rituel pour nos habitués. On a ces notions d'entrepôt, je l'approche en deux phases pour bien la comprendre. On a la photo. La photo, c'est le stock, on fait une image à l'instant T. Encore une fois, Synco France, on s'est installé ici dans les anciens locaux de Kodak à Châlons. Donc, on est bien placé pour parler photo. Cette photo qui parle du niveau de stock idéal, qui est le sujet du jour, hein, comment on va densifier ce stock. Et puis, on a à côté le film, les flux entrants, internes, sortants. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on optimise les deux. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de stockage. Ce n'est pas pour autant qu'on va évacuer le sujet préparation de commande. Et dans 2 semaines, on va parler préparation de commande. Il faudra évidemment aborder cette notion de stockage qui est un point important. Les deux sont liés. Et nous, chez Synco, on fait cette approche à la fois sur le film et sur la photo, à travers les flux. Revenons maintenant sur la partie automatisation. Finalement, il y a des avantages quand même à automatiser, évidemment, puisque en termes de coûts, on va pouvoir faire des économies sur les frais personnels, les frais directs, les frais indirects. On va transformer des coûts, on va avoir une main-d'œuvre différente, des formations différentes, des profils d'opérateurs différents. Mais au global, on va faire une économie en termes d'OPEX, les coûts d'opération. On va optimiser les surfaces, on va optimiser des coûts indirects, d'éclairage, d'énergie, d'entretien. On va améliorer la gestion globale et le contrôle des entrepôts, puisqu'on va confier de plus en plus d'activités à des systèmes automatisés. On va baisser ce besoin de pic d'activité de ressources humaines. On va avoir une meilleure capacité à pouvoir passer les caps, à pouvoir passer les pics d'activité, puisque moins de besoin de formation spécifique au niveau des effectifs et du personnel. Hein, quand on recrute pour passer un gros pic d'activité sur une activité, comme on peut l'avoir dans l'agroalimentaire, comme on peut l'avoir aujourd'hui dans la pharmacie, comme on peut l'avoir dans différents domaines, forcément, ou dans le e-commerce, forcément, on est tributaire de ressources et d'effectifs. Et puis, on va également, en termes de ressources humaines, améliorer les conditions de travail. On va faire baisser la pénibilité. Et ça, c'est tout l'engagement aussi que nos entreprises s'engagent à prendre dans le cadre des politiques RSE de chacun. Et puis enfin, on va améliorer le fonctionnement, la rapidité des opérations. On va peut-être être meilleur sur de la réactivité, sur le passage de pic, encore une fois, sur l'amélioration de la précision, peut-être sur la diminution de la casse, pourquoi pas le vol également. Et puis une augmentation de la flexibilité, c'est-à-dire que on va adapter nos plages horaires du système. On a des contraintes de maintenance, on a des contraintes d'entretien, évidemment, mais on va être beaucoup plus souple si on veut, à un moment donné, augmenter, élargir une plage horaire, faire travailler de nuit ou en soirée, ou plutôt le matin, etc. Donc, de manière à pouvoir
mieux exploiter nos installations et pouvoir répondre donc, de manière plus facile à la demande. Alors évidemment, vous allez me dire, OK, on a des OPEX supplémentaires, mais on a un CAPEX, on a un coût d'investissement qui est plus important. Donc effectivement, il faut aller chercher une rentabilité, un ROI, un retour sur investissement, mais qui va être à la fois financier, qui va être à la fois qualitatif. Et puis, il va falloir se poser la question effectivement, des nouveaux profils qu'on va embaucher dans nos activités, puisque demain matin, un cariste ne vient pas travailler parce qu'il est malade ou pour une raison X ou Y. Les autres caristes avec l'activité de l'entreprise et le matériel et dispositions vont faire en sorte de pallier à son absence. Demain matin, c'est un convoyeur central qui tombe en panne au niveau d'un entrepôt. Il faut qu'on ait les compétences pour pouvoir le réparer, puisque là, ce n'est pas quelques heures de retard qu'on va générer sur l'activité, mais c'est un plantage total. Et donc, il faut qu'on puisse garantir à travers nos outils un fonctionnement idéal et parer à ce type de mésaventure. Et puis, nous avons donc dans le fonctionnement une capacité qui va être prédéterminée, c'est-à-dire qu'on va calculer, on va anticiper, on va automatiser en fonction d'un mix produit, en fonction de volume, en fonction d'une typologie, d'une catégorie de produits. Et quand on va vouloir peut-être évoluer vers d'autres types d'activités, ça va peut-être nécessiter un recalibrage, du re-engineering, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye quand on vous accompagne dans l'évolution et dans les systèmes. On essaye d'anticiper, on vous booste un peu, on va chercher des informations sur c'est quoi demain, c'est quoi votre avenir, c'est quoi votre business, même si on sait bien que faire des prévisions aujourd'hui, ce n'est pas les plus faciles. Mais en tout cas, on va réfléchir ensemble sur la mise en place de solutions qui soient donc, les plus ouvertes possibles, de manière à ne pas se fermer des portes sur des évolutions potentielles. On l'a dit, on a un élargissement de l'amplitude de fonctionnement, hein, donc on peut mieux gérer les pics d'activité, donc on peut gérer des urgences, des priorités, un nombre d'articles à prélever, etc. Mais effectivement, les process qui évoluent dans le temps vont nécessiter peut-être des travaux supplémentaires. Mais en général, quand on s'engage sur un projet d'automatisation, ce sont des domaines évidemment qu'on couvre à ce niveau. Alors, le besoin, il se fait comment? Ici, on a un aperçu de notre offre classique, c'est qu'on analyse un besoin logistique, des manutentions, du type de charge, du stockage, des flux, des réponses, de la plus manuelle à la plus automatisée. Et puis, derrière, on va chercher les technologies qui sont disponibles sur le marché. Quand on va parler donc de stockage automatisé, évidemment, on va aller chercher tout le besoin logistique, qui va être intégral, hein, quoi qu'il en soit, donc consister toujours à aller chercher de la donnée, à comprendre votre activité. Et puis derrière, on va plutôt se focaliser donc, sur les solutions automatisées, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, avec donc, une notion de stockage où on va chercher cette densification de stockage. Ça veut dire qu'on ne va pas s'adapter, on ne va pas forcément être compatible avec toutes les activités. Par contre, dès l'instant, on va avoir des activités avec des grandes séries, des lots importants, etc. On va pouvoir aller chercher donc, ces systèmes automatisés. Alors, on se pose la première question et on a deux types de réponses finalement. On va avoir un type de réponse plutôt sur des charges lourdes, plutôt sur des charges volumineuses, et puis on a un autre type de réponse sur du petit colis. C'est comme finalement dans un entrepôt lambda, on a des racks pour mettre des palettes, des IBC, des box, où on va gérer de la masse, et puis on a une partie de préparation de commande ou une partie plutôt de détail, ou pour les petits colis, on va gérer en étagère. Donc ici, on va forcément avoir exactement la même réflexion. Donc, est-ce qu'on va plutôt manutentionner des palettes, des conteneurs, d'autres types de contenants? Et puis, donc, en fonction de ça, si on est sur des charges volumineuses et du stockage, quand on est donc ici sur la partie droite de l'écran sur des solutions automatisées, eh bien, on va avoir des réponses là aussi différentes selon qu'on va pouvoir densifier nos activités ou qu'on veut ce qu'on appelle un stockage sélectif, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir finalement toucher en permanence toutes les références ou un maximum de références dans l'entrepôt sans avoir à déplacer 4 palettes pour aller chercher la 5e qui est derrière. Donc on est plutôt sur des solutions ici qu'on voit. Donc
alors de type driving, de type shuttle, on va avoir donc de LGV, AGV, hein, donc des véhicules guidés, du transstocker, etc. Et on va rentrer un petit peu dans le détail. Mais on va se poser une autre question également, c'est la hauteur finalement disponible, la hauteur exploitable dans votre entrepôt. Ici, on a un petit aperçu. Alors c'est notre retour, hein, c'est le contact avec le fournisseur, c'est notre vécu qui nous permet d'établir ce genre de table. C'est-à-dire que quand on est sur un matériel de type frontal, on va monter aller sensiblement à 8 mètres. Quand on est sur du rétract, on va être sur 13 mètres. Et puis, donc, on va ensuite monter sur l'allée étroite, donc à peu près à 17-18 mètres. Et là, c'est des outils qu'on connaît aujourd'hui qui sont automatisables, entre guillemets. Aujourd'hui, nombre de fournisseurs permettent de robotiser, j'allais dire, ces engins sur la même base peut-être que les engins existants, en les équipant donc, de capteurs, de radars, d'une intelligence qui leur permet évidemment une connexion au système d'information qui leur permet de mener donc, des activités de rangement, stockage, déstockage, transfert de palettes sans intervention humaine. Et puis, si on monte plus haut, si vraiment on veut exploiter de la hauteur, là, on va parler de transstocker. Alors, transstocker simple, transstocker multiprofondeur, on va en parler tout à l'heure. Évidemment, besoin de prendre en compte la typologie de produit. Est-ce qu'il y a besoin de sprinkler? Est-ce qu'il y a besoin, quelles sont les contraintes du bâtiment? Donc, tout ça, ça rentre dans la réflexion. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, voilà, ici, on est sur du frontal, du rétract, voire du tri, qu'on peut finalement rendre autonome. Donc, il faut définir correctement le besoin, il faut définir la ratio, combien est-ce qu'on en a de besoin. On peut l'utiliser pour ranger au sol, on peut les utiliser donc, pour mettre les produits en rack, de manière classique. On n'est pas dans la densification à proprement parler, hein. On est ici sur l'automatisation finalement de transfert et de manutention. Et c'est des produits, des engins qui vont gérer par eux-mêmes leur charge de batterie. Là, on commence à densifier le stockage. On est donc ici sur un peu l'équivalent, hein. Donc, on est sur des tris directionnels en allée étroite. Ici, donc, on va pouvoir commencer à densifier. Donc là, vous allez me dire, oui, mais on trouve la même chose en manuel, effectivement. Mais là, on va donc automatiser aussi parce qu'on est sur des allées étroites. On diminue donc l'impact de la surface d'allée par rapport à la surface globale de l'entrepôt, la surface de stockage. On peut monter beaucoup plus haut que sur des engins traditionnels. Et ici, c'est quelque chose qui est très bien automatisable et on le voit d'ailleurs déjà dans notre entrepôt. Là où ces matériels LGV, AGV deviennent intéressants, c'est qu'on va pouvoir les exploiter ici dans des racks à accumulation. Donc ce rack à accumulation qu'on connaît hein, de manière habituelle, mais on a des couloirs, donc on est plutôt limité sur des tailles de lot, sur des tailles de quantité par article, enfin de quantité de palettes sur une même référence, etc. Donc aujourd'hui, on a cette contrainte, et puis on a cette contrainte avec toute la hauteur, puisque impossible d'aller chercher les produits du niveau 3 sans enlever les produits du niveau 0, 1 et 2 auparavant. Hein, donc on a aujourd'hui donc possibilité d'automatiser à l'intérieur de ces racks, ce qui allège une contrainte quelque part, puisque on peut très bien confier à un système automatisé, à une machine, le fait d'enlever 10 palettes pour aller chercher la 11e, si on est sur un stockage de stock mort, par exemple, ou de stock très slow movers. On sait qu'on les densifie dans l'entrepôt quelque part. On n'y va pas souvent. Mais quand on y va, ce ne sera pas un opérateur qui ira sortir les palettes et les mettre de côté pour chercher la 18e, mais ce sera donc un système automatisé ici, ou robotisé qui va pouvoir prendre le relais. Ensuite, on entre dans la famille donc, des transstockers. Hein, on les connaît depuis un petit peu. On a pas mal de bâtiments qui sont équipés donc, de ce type d'automatisation. Ici, donc, on a plusieurs types de transstockers. On voit ici un transstocker donc, de simple et double profondeur. Ça veut dire qu'on peut soit mettre une palette de chaque côté, soit mettre deux palettes de chaque côté. Là, ici, on est dans une automatisation qui existe quand même depuis quelques dizaines d'années.
Ce qui est un peu plus nouveau, c'est qu'on peut équiper donc, ces transstockers, donc avoir un seul ici système donc, de manutention, manipulation, mais qui va s'étaler donc en profondeur, grâce notamment donc, à ces shuttles, hein, ces petites navettes qu'on voit arriver aujourd'hui, notamment sur les racks à accumulation, et qui rendent service, puisqu'elles approchent finalement les produits et les palettes donc, en frontal, donc aux opérateurs, c'est-à-dire que ça évite. On peut aller chercher la 7e palette dans le couloir du 2e niveau sans avoir à dégager toutes les palettes du niveau 0, du niveau 1 et du niveau 3 par exemple. Et donc à travers ces shuttles. Donc on a ici donc, des transstockers qui gèrent, qui s'occupent des shuttles et qui gèrent ces shuttles, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un shuttle, donc une navette qu'on voit ici sur le visuel dans chaque travée, dans chaque couloir de rack, mais le transstocker va lui déplacer donc ces shuttles et les mettre là où on en a besoin pour déposer la palette sur le premier niveau, l'emplacement juste à droite, juste à gauche. Ensuite, c'est la shuttle qui va soulever légèrement la palette, l'emmener, la faire transiter au fond et revenir chercher donc, la palette suivante. Et donc, ces shuttles, aujourd'hui, ces doubles shuttles peuvent être aussi bidirectionnels, c'est-à-dire qu'elles peuvent de manière aussi autonome sur des installations telles qu'on les voit ici. Donc, s'auto-positionner, j'allais dire, et donc gérer les produits à la fois sur la profondeur et donc à la fois donc, largeur et profondeur. On est sur du bidirectionnel. On commence à trouver également quelques prototypes et quelques mises sur le marché de shuttle donc en tridirectionnel. C'est quelque chose d'intéressant, mais qui devient vraiment intéressant, puisque l'idée, c'est vraiment quand même de déposer une palette, une charge à un moment donné quelque part sur un point d'entrée d'un système et de pouvoir récupérer la palette le jour où on en a besoin uniquement. Donc on est sur des choses qui sont quand même relativement intéressantes aujourd'hui en termes d'automatisation. Passons maintenant sur des charges légères. Alors, on pourrait passer des heures à parler de ces systèmes. On a malheureusement un temps limité, hein. Je vérifie l'heure en même temps, parce que je vais passer la parole très rapidement à Romain. Sur les charges légères, donc, on commence à voir ici, donc, on est sur des colis, on est sur des conteneurs plastiques, on est sur autre type de conteneurs. Et Romain nous présentera des choses très intéressantes tout à l'heure qui vont sortir vraiment du cadre habituel. Et là aussi, on se pose la question par rapport à est-ce qu'on veut plutôt, est-ce qu'on a besoin d'avoir accès donc, à de nombreuses références très rapidement, ou est-ce qu'on est plutôt sur la densification et avec donc l'appareil colonne à droite sur les solutions automatisées qu'on a aujourd'hui. Et donc, si on va sur la densification, on va parler multi-shuttle, on va parler mini-load. On va parler AutoStore avec un petit copyright puisque c'est le nom du système évident. Alors, on a des notions d'automatisation et de gain d'espace à travers donc, ce process ici, goods to man, puisqu'on est en automatisation du goods to man, c'est-à-dire que c'est la marchandise qui vient à l'opérateur et c'est plus l'opérateur qui va chercher donc, sa marchandise. Goods to man ici, où là, on a ces étagères qui sont déplacées par ce petit robot qu'on voit à droite et qui viennent à l'opérateur. On gagne un temps, enfin, on gagne une surface de stockage non négligeable. On gagne un temps d'opération, mais là c'est plutôt pour dans 2 semaines sur la partie préparation de commande. Mais en tout cas, on va optimiser ici donc l'occupation au sol, puisqu'on a des allées qui vont prévoir uniquement le passage et le croisement donc, de robots. On a des robots qui vont passer sous les étagères pour gagner aussi donc, et optimiser donc, leur temps de parcours. L'un des avantages de cette solution ici, c'est que si par mésaventure, un robot, 2 robots, 3 robots, 10 robots, panne générale électricité, voilà, vous n'avez plus du tout d'automatisation, vous pouvez accéder donc, aux étagères de manière un peu plus facile que d'autres systèmes de stockage.
Quand on exploite la hauteur, on parlait tout à l'heure de logistique urbaine, on parlait donc de coûts au mètre carré, d'optimisation, de concentration de stock. On a ici ces carousels, donc carousels verticaux, stockage rotatif, qui nous permettent de stocker beaucoup de références, des gros volumes accessibles relativement facilement, et donc sur une faible emprise au sol, et donc une exploitation au maximum de la hauteur. On a donc le mini-load qu'on commence à bien connaître dans nos exploitations également. C'est du transstocker en mini, d'où le terme mini, voilà, qui va nous permettre d'aller donc manipuler, manutentionner donc des charges qui sont dans des caisses. Alors oui, il faut que ça tienne dans les caisses. Oui, on peut avoir des intercalaires à l'intérieur des caisses, etc. On est là aussi, tel les transstockers, sur du simple, du double, du multiprofondeur. Voilà, donc l'idée, pareil, c'est de dire, on dépose une charge à un moment donné, on la laisse se stocker, se ranger, et donc ce contenant, on revient nous voir quand on l'appelle, quand on en a besoin. Et puis on est ici donc sur du multi-shuttle. Donc ici donc on est pareil sur la simple, la double profondeur. On peut évidemment, il va falloir calibrer tout ça, le nombre de shuttles, le nombre de navettes, le nombre de niveaux, le nombre d'élévateurs. Mais l'idée c'est là aussi de concentrer. On voit sur la photo de droite, on a un stockage qui est extrêmement concentré sur une surface qui est quand même relativement faible par rapport à des moyens classiques de type étagère, méthanine et autres. Évidemment, on a l'AutoStore dont on parlait tout à l'heure, donc qui seront nos invités dans 2 semaines pour parler préparation de commandes. Pour le coup, là, pour le coup, on est vraiment sur la concentration de stock. On est sur une grosse boîte dans un entrepôt. Et on va gérer donc des produits qui sont dans des contenants et qui vont être stockés donc en profondeur avec un accès par le dessus par les robots. Et puis on peut parler également donc du stockage de vêtements suspendus. Là on est sur d'autres exemples. On sort du colis, on sort du contenant et c'est l'occasion également de passer la main puisque il vous en dira beaucoup plus que moi, donc à Romain, donc sur cette partie-là, puisque c'est la solution qui a décidé donc de développer donc Ferrag dans le cadre de ce webinaire. Romain, je vous laisse la main de présentateur tout de suite. Entendu, merci. Et effectivement, en attendant que je tienne la main, il nous semblait pertinent, en écho au thème proposé aujourd'hui, de vous parler de systèmes de trieurs à poche, également appelés les pocket sorters. Alors, je ne sais pas, Benoît, si on voit mon écran. Oui, c'est bon, on voit, pas de souci. C'est parfait. Donc, les systèmes que Ferrag fabrique et installe permettent effectivement de s'adapter aux bâtiments, aux articles et aux processus de travail. Ces systèmes pocket sorters ou trieurs à poche sont constitués d'un réseau de convoyeurs aériens qui sont et motorisés et gravitaires, on va le voir par la suite, et également de stations d'injection et de packaging ou de post-production, donc stations d'entrée et stations de sortie qui permettent d'alimenter ces systèmes de tri. Voilà une configuration possible d'un pocket sorter. Alors, je l'ai choisi volontairement parce qu'elle est assez graphique et qu'elle permet de voir quels sont les différents éléments qui constituent ce type de trieur. Et ce qui saute aux yeux, c'est effectivement l'intérêt de ces systèmes et leur capacité à occuper le volume qui est disponible au-dessus de la dalle. Et donc, pour faire très court, un pocket sorter, c'est un réseau de rails suspendus, je l'ai dit, au niveau desquels les articles sont suspendus à des chariots qui, au moyen de poches, de cintres, de pinces, de suspentes, vont pouvoir être accumulés
les uns derrière les autres, injectés automatiquement ou manuellement au niveau des stations qui sont sur la gauche de l'écran. Donc ici, mise en buffer. Alors tout dépend des applications, mais ça peut être intéressant dans l'industrie pour, je dirais, temporiser des fins de ligne de production et une injection sur des lignes de packaging, par exemple. Ici, on voit sur la partie droite comment les articles sont amenés à circuler jusqu'à un buffer qui va réaliser un pré-tri. Je précise également que les articles circulent effectivement sur des sections motorisées lorsqu'il s'agit d'aller du niveau le plus bas, donc la dalle, jusque sous les toitures. Hein, on peut aller très haut. Et ensuite, en fonction du processus de tri ou d'accumulation, on va soit faire appel à la gravité. C'est intéressant parce que on comprend bien que l'accumulation par gravité coûte moins cher, soit lorsque c'est nécessaire, à des sections motorisées qui vont permettre d'amener du séquençage et de pouvoir utiliser le volume disponible au maximum. Ici, le principe des tri matriciels. Alors, il y a une vidéo qui va l'expliquer rapidement juste après. Mais il s'agit en substance de trier des batchs de 999 poches, par exemple, hein, et de faire en sorte de les remettre dans l'ordre. Et ici, donc, les stations d'emballage ou de post-production, hein, en fonction de l'application à nouveau. Alors, on va voir que au travers de cette structure de convoyeur aérien et en fonction du moyen qu'on utilise pour stocker et transporter les articles, eh bien, on va avoir de très nombreuses applications possibles. Alors, il y en a quelques-unes que je montre à l'écran ici. En haut à gauche, du linge plié dans une blanchisserie industrielle. En bas à droite, des tubes de silicone. En haut à droite, des éléments, on est dans l'industrie automobile et on est sur là des éléments des tableaux de bord. Et en bas à gauche, peut-être quelque chose de plus familier, donc des poches traditionnelles qui vont contenir des articles. Là, on pourrait être dans le cadre d'un processus de préparation de commande B2B, B2C. Voilà, je propose de lancer la vidéo et de vous la commenter en direct. Je le précisais, hein, les trieurs à poche permettent le tri d'articles, notamment hein, dans le cadre de préparation de commandes retail ou e-commerce. Là, on est sur un exemple intéressant où la même structure est utilisée pour le transport, l'acheminement, l'accumulation de tubes, soit vides, soit pleins, en fonction de où est-ce qu'on se situe par rapport à la production. C'est intéressant de voir que ce même système, voilà, va être adapté à d'autres applications où là, au travers d'un trolley qui va permettre de suspendre différents éléments identiques, on est capable de mettre à disposition de manière ergonomique les articles au niveau de stations de travail. Ici, un autre exemple avec donc, un partenaire SDI sur le marché nord-américain à qui on a fourni donc, ce système de pocket sorter qui permet une densification importante et un tri des articles. Là, on voit comment on peut automatiser le chargement et le déchargement des fameuses poches qui permettent le transport des articles. Alors ici, j'y faisais référence, on va y revenir. Donc sur le principe du tri matriciel, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est intéressant de comprendre finalement comment ces systèmes fonctionnent. C'est assez simple. On perçoit un peu la densité hein, que ces systèmes autorisent. Donc, c'est intéressant de voir effectivement voilà, un exemple de station de déchargement automatique. Un autre exemple ici où les vêtements ne sont pas pliés mais sur cintre et de la manière dont on va pouvoir les injecter automatiquement dans le système, les extraire automatiquement à partir du moment où on a séquencé des commandes. Ici, c'est intéressant également cette station, je me permets de revenir un petit peu en arrière,
où on va finalement mettre donc travail d'insertion automatique, en tout cas ouverture automatique de poche, et une station de travail qui offre une ergonomie qui permet effectivement des cadences et des conditions de travail, des cadences élevées et des conditions de travail qui sont bonnes. Ici, un autre exemple de la manière dont on peut vider automatiquement les poches. Donc, il y a des applications, il y en a énormément. Voilà, donc le principe du tri matriciel, souvent on fait appel à 3 séries de peignes avec différentes quantités variables de lignes, souvent 6. Et on comprend que les 999 poches vont d'abord être triées par centaines sur le premier peigne ici. Ensuite, on va trier les dizaines et là, on va pouvoir arriver à une maille plus fine, l'unité, qui fait qu'à la fin, eh bien, on a séquencé la totalité du batch. Et ce batch de 999 poches, eh bien, il est suivi par un autre batch qui lui-même est suivi par un autre. Donc, une fois que le système est chargé, on est sur un flux continu de poches qui vont être triés, séquencés, ou des besoins de bufferisation, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, on voit comment, avec ce système de convoyeur aérien, on peut réaliser de très nombreuses applications. En réalité, c'est le support qui va faire la différence, et puis la capacité d'automatiser l'injection et puis la sortie des articles éventuellement. Et j'insiste sur le fait que ces pocket sorters sont capables de fonctionner sur le volume disponible au-dessus de la dalle pour pouvoir exploiter au mieux les bâtiments. Ici, je rappelle quelques caractéristiques. Alors, de 6 à 50 000 poches présentées par heure, évidemment, ces données sont fonction bien du nombre d'entrées, du nombre de stations de sortie qui vont être proposées. Mais c'est juste pour donner des ordres de grandeur. Sur des poches telles que celles qu'on voit à l'écran, on va être sur des capacités de 10 kg, des formats 600, 400, 200. Donc, c'est déjà des formats intéressants, même pour des activités de retail. Dans l'industrie, avec ce que j'appelle des trolleys, donc des supports multiproduits, on peut aller jusqu'à 20 kg de capacité. Alors, j'écris sans réelle contrainte de taille, évidemment. Plus les articles sont volumineux, plus on va espacer les différents niveaux de stockage. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de contrainte forte là-dessus. On l'a évoqué, séquençage, bufferisation, reverse logistique également. On peut utiliser ce système pour finalement trier des retours qui arrivent dans un ordre chaotique à l'entrepôt et en sortie proposer un tri dans des roll cakes, par exemple, qui correspondent à des emplacements de stockage dans l'entrepôt. Et je le disais effectivement un peu à l'image des robots polyarticulés, finalement, ce qui fait l'intérêt du système, c'est la capacité du fournisseur à proposer différentes poches, différents supports, des pinces. Voilà, la capacité à s'adapter finalement aux produits pour répondre à différents cahiers des charges. Alors, je propose pour terminer quelques études de cas dans différents secteurs. Donc là, chez Majoral, un projet qu'on a réalisé en partenariat avec l'intégrateur TGW, où ici, effectivement, ce système permet une préparation de commande assez complète, et où on va pouvoir mixer à la fois des poches pour les vêtements à plat et des cintres pour les vêtements suspendus, ça sur les mêmes rails. Et ce système de pocket sorter est là pour trier finalement des articles qui sont ramassés sur un goods to man qui fonctionne en mode ramasse. Et là, on atteint des cadences assez élevées. Donc, ce système comporte 50 000 poches, 8 000 cintres. Les stations de chargement sont semi-automatiques à l'entrée. On va voir effectivement que ici, les bacs qui arrivent du goods to man sont mis à disposition de l'opérateur qui n'a plus qu'à finalement scanner l'article, et le système se charge d'associer automatiquement l'article qu'on vient de scanner à la poche qui est présente en station.
Le déchargement se fait 100% automatiquement, donc jusqu'à 12 000 articles qui sont traités par heure. Un encombrement optimisé de fait, puisque tout le système de stockage et de tri est au-dessus de la dalle. Et dans le cas d'une commande avec des références identiques, des RCT identiques, on peut tout à fait, parce que les poches sont grandes, mettre plusieurs articles dans chacune d'entre elles. Un autre exemple sans transition, dans l'industrie automobile, où là le système FERAG est utilisé pour la bufferisation, donc entre la production de pare-chocs qui sont personnalisés, notamment au travers de la couleur et des options, et l'alimentation des bords de ligne. Le système FERAG est là pour assurer une fonction de tampon. Alors, c'est un client dont on ne peut pas citer le nom, mais à la limite, l'intérêt est ailleurs. Ici, on fait appel à des trolleys. Donc, les trolleys sont ces éléments qui permettent la suspension de, de différents articles de caractéristiques identiques. Et les fameuses stations dont on voyait tout à l'heure quelques vidéos qui ont été aménagées de manière à ce que ce soit le système qui amène les supports à l'opérateur, et ça lui permet de travailler de manière extrêmement ergonomique à hauteur. On l'a rapidement aperçu aussi tout à l'heure, donc la blanchisse industrielle du Moulin en Belgique, qui fait appel à nos systèmes pour le traitement de linge, alors linge hospitalier essentiellement, blouses, draps, qui sont donc présentés sous forme pliée, filmée, avec ici 13 500 poches, un chargement et un déchargement entièrement automatisé. On le voit ici en bas de l'écran, avec une capacité de 600 poches chargées ou déchargées par heure et par station. Et dernière étude de cas qu'on a également aperçue tout à l'heure, toujours la même structure mécanique, mais le préhenseur qui fait la différence, et des stations de chargement et de déchargement automatique chez Soudal, fabricant de moules, polyuréthane, silicone et autres chimie appliquée au bâtiment, où là on voit bien l'intérêt effectivement du système qui va interconnecter différents processus de production, amener des tubes vides, récupérer des tubes pleins en sortie, et tout ça au-dessus des lignes de production, donc avec une optimisation de la manière dont on utilise, le volume disponible dans les bâtiments industriels. Voilà, ces éléments feront partie de seront disponibles en replay, hein, donc je ne m'attarde pas dessus. Et voilà, je vais conclure sur cette slide avec un aperçu du site FERAG à côté de Zurich, sur la partie haute, et puis les bureaux de FERAG France à Roissy. Voilà. Merci Romain pour cette présentation. Alors, le temps que je reprenne la main. Hop, l'écran. Voilà, si tout va bien, vous avez à nouveau mon écran. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, moi, je retiens surtout le nom du système, hein, Skyfall, on se croirait dans un James Bond, c'est plutôt sympathique comme nom. Alors, c'est juste peut-être une petite réflexion par rapport à votre présentation, c'est qu'on oublie trop souvent quand on parle de stock, qu'on a du stock en process. Voilà, on a du stock work in progress, et que bien souvent on pense à ce stock conditionnement, semi-fini, fini, etc. On a des stocks sur les machines, mais on a aussi du stock en transit, et cette solution chez Soudal que vous avez présentée permet aussi d'optimiser ce stock qui est en permanence en transfert et en transit, qu'il ne faut surtout pas négliger quand on mène des projets. Ces projets, justement, c'est important aussi, et on arrive vers la séance de questions. N'hésitez pas à poser des questions. On arrive en fait, avant d'arriver à ces questions, donc sur cette importance, aujourd'hui, à peu près 40% des entreprises confient leurs projets à un cabinet conseil. À peu près autant l'entreprise mène leurs projets en interne, et puis une quinzaine de pourcents mènent leurs projets en direct avec un fournisseur. Le fait de passer par un cabinet conseil ou d'avoir des équipes projets en interne, parce qu'il s'agit vraiment d'avoir une équipe projet,
permet d'avoir finalement cette étendue de solutions technologiques et d'aller choisir celle qui est la mieux adaptée à vos contraintes, à vos besoins et à vos exigences. Alors, aujourd'hui, on a vraiment pris un petit morceau. On a parlé du stock, du stockage. Évidemment, encore une fois, il ne faut pas le dissocier avec la préparation de commandes, et on en parlera dans 2 semaines. Les deux vont évidemment ensemble. Le cabinet conseil va aussi gérer donc, ce flux entrant, ce flux interne, ce flux sortant, sans se focaliser exclusivement sur l'un ou l'autre des flux. Et puis le fait de se faire aider, de se faire accompagner, ça évite d'avoir un peu une vision des fois partielle du marché, des solutions, d'avoir entendu parler d'une solution en disant on va l'appliquer ou d'avoir de baisser ses exigences parce que on est en liaison avec un fournisseur, on voulait plutôt avoir une fonctionnalité, on ne l'a pas, ouais, on va faire avec ou voilà. L'idée c'est vraiment, enfin, je ne peux que vous conseiller de nous appeler ou nous passer un mail à l'issue de ce webinaire ou dans les jours qui viennent pour qu'on puisse parler, échanger sur vos projets. Pourquoi? Parce que on va diminuer les risques en passant donc par des méthodes qu'on propose et qui ont fait leur preuve. Et on va vous permettre aussi, même s'il y a un coût au départ, effectivement, peut-être un peu plus important, parce qu'il faut passer par un cabinet, derrière, alors Romain, bouchez-vous les oreilles, mais derrière, le fait de passer par un cabinet qui va rédiger le cahier des charges, qui va mener un appel d'offres et aller discuter donc, avec les fournisseurs, va pouvoir optimiser également le coût global de l'installation du projet. Et puis, il faut des ressources, il faut pouvoir choisir la technologie. Derrière, il faut avoir des compétences. Et puis, il faut trouver cet équilibre finalement entre automatisation, stratégie, évolution de la solution. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va vous emmener et vous accompagner. Avec une méthode qui est que je vous présente systématiquement dans ces webinaires parce que c'est vraiment la méthode qui fonctionne avec nos clients. On commence par identifier évidemment tout ce qui est problématique, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est solution. On vous propose des analyses à travers une étude de faisabilité, je vais en parler juste après, pour pouvoir aller choisir, sélectionner la meilleure solution pour équiper votre entrepôt et pour faire en sorte d'avoir une efficience maximum sur la surface qui vous est proposée et avec toutes les données entrantes qui vous sont données donc, qui sont exigées par les clients et qui vous sont données par tous les services marketing, production, etc. La sélection, la validation de la solution et puis l'accompagnement dans la mise en œuvre pour faire en sorte que le projet qu'on démarre à un moment donné puisse être mené à bout dans les temps et avec une solution qui soit celle qu'on envisageait dès le départ. Et pour ça, donc, on passe par un outil qui s'appelle l'étude de faisabilité, où on va vraiment analyser vos besoins, comprendre vos besoins, votre activité, de manière à pouvoir aller vous proposer plusieurs solutions alternatives. On n'ira pas vous emmener sur une solution, on va vous emmener sur plusieurs solutions, faire les comparaisons en termes d'investissement, en termes d'impact sur les coûts des opérations, en termes de coûts de maintenance, en termes d'évolutivité donc de la solution là aussi, de manière à pouvoir aller vous emmener sur la meilleure solution du marché. Et ensuite seulement, on ira chercher, une fois qu'on aura déterminé la technologie, on ira chercher le fournisseur qui va bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, en équipe projet, et on va intégrer dans l'équipe projet toutes les compétences nécessaires. Si vous avez des produits qui sont soumis à des ICPE, on va intégrer avec les parties assurance, on va intégrer avec nous des gens qui discutent légal, on va intégrer votre responsable sécurité, on va intégrer vraiment toutes ces personnes de manière à pouvoir vraiment calibrer, designer la solution la plus adéquate possible. Voilà, Synco Consulting, donc Towards Best in Class Logistique, vous emmenez donc vers le Best in Class en termes de logistique. C'est en tout cas le vœu le plus cher qu'on puisse vous proposer. Donc des compétences multisectorielles, la veille technologique comme on vous l'a proposé aujourd'hui, des approches orientées flux, une véritable proximité client. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Rendez-vous le 17 mars à 11 h pour parler de l'automatisation de la préparation de commandes avec AutoStore. Le 31 mars, système d'information service de logistique, ce sera donc avec Savoie également.
Et puis, évidemment, place aux questions et aux réponses, et j'espère que vous en avez. Romain, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Absolument. Parfait. Alors, est-ce que nous avons des questions? Je clique sur le bouton questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Alors, j'ai une première question qui vous est destinée, Romain, qui va concerner plutôt donc l'optimisation du volume. Est-ce que vous avez finalement un ratio de… Alors, la question est présentée de la sorte. Est-ce que vous avez un ratio de meilleure occupation du volume par rapport à une occupation seule sur des équipements de stockage traditionnels? Vaste sujet. Oui, effectivement, vaste sujet. On le voyait tout à l'heure sur la représentation 3D que j'avais choisi de partager en fonction de ce qu'on souhaite faire avec le Pocket Sorter, à savoir bufferiser une production ou faire la préparation de commandes, par exemple. On va assembler différentes briques, je dirais, dans l'espace. Et avec comme seul objectif, effectivement, de ne pas perdre de place. Donc, dans tous les cas, on essaye on fait la chasse au vide et on cherche aussi à utiliser la gravité au maximum. Après, il faut voir à quoi on compare le Pocket Sorter. Là, la question porte sur du traditionnel. Est-ce que c'est de la mezzanine étagère? Est-ce que c'est… là, on est à la fois sur un flux qui est 100% automatisé, sur lequel on n'intervient pas, et sur une recherche, effectivement, d'optimisation de l'espace disponible. Donc, les ratios sont à établir, je dirais, au cas par cas. C'est un peu… je ne réponds pas complètement à la question, mais je reste assez convaincu que la manière dont on conçoit ces systèmes participe au gain de volume, effectivement, que nos prospects espèrent obtenir. Donc, merci. Je crois que pour compléter, c'est vrai qu'à chaque cas, sa spécificité, on est dans des domaines où on n'a pas de réponse standardisée systématiquement, puisqu'il faut qu'on s'adapte au flux, aux contraintes, à l'ASIS, au to-be, et donc à ces différents éléments. J'ai une autre question qui concerne donc la densification de stockage, donc la thématique du jour. Est-elle compatible donc, avec des contraintes de plus en plus fortes de délai de préparation? Alors, je ne sais pas si de votre côté vous avez une réponse. Moi, je pourrais peut-être compléter la mienne. Non, la question est intéressante parce qu'effectivement, pardon. Allez-y. La question est intéressante parce qu'on peut avoir peur, entre guillemets, qu'une poche parmi 50 000 qui se trouverait au milieu de ce système soit difficile à atteindre si tant est qu'on ait une commande urgente à satisfaire. Donc, on ne le voit pas forcément à l'échelle du système que je partageais tout à l'heure, mais oui, on prévoit à la sortie de chacun de ces différents modules de tri des bypass, des sorties de secours, entre guillemets, pour permettre d'exfiltrer une poche ou plusieurs poches et satisfaire effectivement un besoin urgent. Donc, on sait parfaitement, à l'aide de la mécanique et de l'informatique, gérer des priorités ou des imprévus, finalement, puisque les priorités sont souvent font partie du cahier des charges. Les imprévus, par définition, ne le sont pas. Je crois qu'en complément, il faut aussi prendre en compte le fait que quand on raisonne automatisation, on raisonne beaucoup moins en heures productives ou en heures de production, puisque ce sont effectivement les systèmes des automates qui se mettent en route pour gérer donc, ces contraintes de préparation. Et donc, le ratio devient totalement différent entre une heure d'un cariste, j'allais dire, avec son engin, et puis l'exploitation, finalement, l'utilisation et le coût d'exploitation lié à une installation qui a été mise en place au préalable, quelle que soit, j'allais dire, la technologie implantée.
Alors, j'ai une autre question qui concerne cette fois l'éligibilité. Donc, avez-vous déjà une visibilité de l'éligibilité, oui, de ce type de projet aux subventions et crédits d'impôt du plan de relance France Industrie 4.0, BPI France, etc. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire une réponse à 100% et être 100% affirmatif, mais oui, ces outils, ces systèmes, autant justement la partie étude, analyse, que la partie participation au financement de ces systèmes participent aujourd'hui pleinement à ce plan de relance, en tout cas font partie des critères d'éligibilité des plans de relance, très clairement. Nous avons une autre question qui concerne les solutions en tridirectionnel à allée étroite, grande hauteur. Quels critères peuvent orienter donc, vers ce type de solution plutôt que sur les peltiers simples avec rétract? Les critères, ça va être, je veux dire, à la fois la rotation des produits, puisqu'on est quand même, il faut être très vigilant sur la rotation des flux, et à la fois sur le prix du mètre carré aussi de vos installations, puisque plus on va se rapprocher vers des métropoles ou vers des régions concentrées, et plus le mètre carré va monter en flèche, et plus il va être intéressant de densifier cette partie de stockage, à condition, là aussi, d'être toujours compatible avec les notions de besoin de flux et de sortie. Romain, si vous voulez compléter, vous n'hésitez pas, surtout, évidemment. Oui, effectivement, la question était très précise et cherchait à faire la différence entre des zones de stockage extrêmement denses avec un rétract ou un peu moins denses avec un 3D, mais avec l'avantage de toucher toutes les palettes indifféremment. Très clairement, oui, le prix du mètre carré, alors on constate quand même que le prix du mètre carré livré, prêt à être exploité, ne baisse pas, donc, et même dans des zones moins densément peuplées. Donc, il est toujours assez vertueux de chercher à utiliser le volume entre 0 et 12 mètres, plutôt que de rester sur la dalle. Donc, bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais effectivement, densifier, utiliser les entrepôts au maximum, ça me semble assez vertueux, voilà, sans pour autant nécessiter des investissements trop structurants pour nos clients. Ça fait, effectivement, quand on visite des sites, ça fait toujours mal au cœur de voir qu'on exploite une partie basse d'un entrepôt sur lequel on a 12-15 mètres de hauteur disponible et du volume, quoi, très clairement. C'est assez frappant, oui, effectivement. Et c'est pas rare. Alors après, il y a une question sur le taux de rotation, les nombres d'entrées et sorties par jour, etc. Là, je vous propose plutôt de rentrer en contact ultérieurement suite à ce webinaire pour échanger. On était toujours sur cette notion de tridirectionnel et d'allée étroite. Nous avons une question, alors je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Des investisseurs proposent-ils des bâtiments automatisés à la location? Je ferai une réponse de Normand. Oui, il doit y en avoir. Mais attention, quand on parle d'automatisation, on est quand même très orienté sur une typologie de flux, de produits. Et donc, il faut qu'il y ait un engagement plutôt long, à mon sens, sur cette partie location. Et ce ne sera pas la location, entre guillemets, courte durée, sur laquelle on va aller changer de locataire de manière régulière. C'est un peu ma réponse, Romain. Je ne sais pas si vous voulez compléter, vous, de votre côté. Oui, pour compléter la réponse, moi, j'aurais tendance, à la place de la personne qui pose cette question, à me tourner vers un 3PL, assez naturellement, qui saura, a priori, apporter une réponse sur mesure et limitée dans le temps, pour un besoin de stockage et de préparation de commande. Donc, ouais, intéressant de faire des calculs et de voir finalement voilà, quelle est la contrainte de temps et d'engagement contractuel, parce que effectivement, un 3PL n'investira pas sur un contrat de 3 ans, par exemple, sur les matériaux automatiques, sauf si derrière il y a une notion de contractuel, de reprise
de la valorisation du matériel qui a été mis en place, etc., de compensation financière. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On peut encore attendre 30 secondes, voir si d'autres personnes en ont. Merci en tout cas à tous pour votre participation, y compris pour vos questions. Merci Romain pour votre intervention et pour la présentation donc, de vos systèmes. Est-ce que vous nous autorisez à diffuser votre présentation pour la mettre à disposition des participants? Absolument, oui. Comme je l'évoquais tout à l'heure, je ferai en sorte de vous en transmettre une copie dans la foulée de l'échange. Merci à vous, Benoît, pour cette invitation. Effectivement, j'invite tous les participants à ce webinaire à faire appel à un consultant, puisque on voit bien la valeur ajoutée de cette profession sur des projets logistiques qui sont des vrais leviers de croissance aujourd'hui pour nos clients. Donc, voilà, je vous incite vivement à vous tourner vers des professionnels. Et des projets qui agissent sur votre avenir, sur l'avenir de vos entreprises. Peut-être certains d'entre vous sont frustrés parce qu'on est passé très rapidement sur telle ou telle solution ou qu'on a pu évoquer tel secteur d'activité ou tel autre. N'hésitez pas, nous sommes totalement ouverts, il n'y a pas d'engagement. Vous avez nos coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à nous consulter, à nous appeler, ne serait-ce que pour un petit échange, pour avoir aussi votre retour par rapport à l'organisation de ces webinaires. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve donc dans 2 semaines pour parler donc de l'automatisation de la préparation de commandes. À très bientôt. Merci Romain, merci à tous les participants. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.